dans mon univers, il faut aller très vite, tout va très vite, les collections s'enchaînent, les projets s'enchaînent, les défilés s'enchaînent et il faut suivre la cadence. Quelquefois, j'aimerais appuyer sur pause pour pouvoir respirer, pour pouvoir aussi réfléchir, prendre le temps de créer. Aymeric, René. bonjour. Bonjour René. On est vraiment ravis d'être ici aujourd'hui. Tu es Aymeric Tchatchoua, Exactement. fondateur et directeur créatif de Trois Paradis, Oui. qui existe aujourd'hui depuis Un peu plus de 10 ans. et que tu as démarré, je crois, en dehors de France, Exactement, au Canada. où tu vivais à l'époque, n'est-ce pas? Tout à fait. On s'est connus à l'occasion de l'organisation d'un défilé il y a quelques temps en arrière et je dois dire que j'ai été très rapidement touché par un bon paquet de choses qu'on s'est racontées, personnelles, professionnelles et ce genre de choses. Je suis ravi de dire que tu nous accueilles quelque part un petit peu chez toi ici, n'est-ce pas? Tout à fait, ouais. On est où ici? On est dans le 15e, au Parc Vert. Donc c'est le parc où, un des parcs où j'ai passé beaucoup de temps. J'ai joué énormément au basketball. À l'époque, le terrain était en gravier, donc rien à voir avec ce qu'on a actuellement. Et on joue aussi au foot, on organisait toujours des tournois de foot avec mes amis du coin. Donc c'est vraiment un endroit assez symbolique ici. C'est aussi où j'ai eu l'un des premiers accidents et où j'ai essayé de sauter les grilles. Et il y avait des petits pics et donc je me suis enfoncé le pied. Donc ça me rappelle aussi plein de souvenirs. Des agréables et des moins agréables. Exactement. Ouais. Tu parlais du fait qu'on est sur un terrain de basket, tu parlais du fait que tu as beaucoup joué au basket. Tu démarres où? En défense ou à l'attaque? Je démarre plus en défense, je démarre en pivot, parce que j'étais le plus grand, donc automatiquement quand tu es grand, on va te mettre en pivot en arrière, protéger le panier, etc. Et après, petit à petit, en fait, j'avais toujours été très inspiré par Michael Jordan, Allen Iverson, donc j'ai toujours voulu jouer comme eux, et j'ai travaillé énormément, je m'entraînais énormément, et petit à petit, j'ai réussi mon pari, et j'ai reculé, jusqu'à mes dernières années où j'ai joué au basket, je jouais plus en arrière et où j'avais beaucoup plus d'action offensive, je portais le ballon. Donc il y a eu vraiment une transition. T'as vraiment aimé ça, hein? Ah, j'ai aimé, j'adore le basket. Le sport. C'est quelque chose d'assez important, le sport. Pour moi, pour mon éducation, même pour ma formation personnelle, je pense que le sport a beaucoup joué dans la personne que je suis actuellement. Alors, on est réunis aujourd'hui pour continuer à explorer le thème du saut dans l'inconnu, de la prise de risque et ce genre de choses. Je pense que tu es assez familier avec ça. Oui, c'est une ligne qui sous-tend ta vie depuis un bon moment, non? Exactement. Le mot d'inconnu qui t'est très familier, qu'est-ce que ça t'inspire quand on le dit comme ça? Inconnu, je pense, c'est la liberté. C'est un peu s'abandonner à soi, à ce qu'il y a autour. Et il y a aussi cette idée de confiance, avoir confiance en l'envie, confiance au lendemain et sauter à pieds joints vers un endroit où on ne sait pas où ça va nous mener, mais on a cette curiosité qui est à l'intérieur de nous, qui nous pousse à le faire. Donc je pense que pour moi, inconnu, ça réfère à peu près à toutes ces choses-là. Une prise de liberté. Prise de liberté. Des possibles, quoi. Possible, prise de risque, prise de liberté. Okay. Alors on a choisi, toi et moi, de se parler ici à l'extérieur. On est quelque part entre le ciel parisien qui s'est éclairci un petit peu pour nous, on le remercie d'ailleurs, et le bleu de ce cours. Je crois que le bleu, c'est une couleur qui sous-tend beaucoup ton travail, non? Oui. D'accord. Le bleu ciel, parce que c'est un peu cette idée de rêve. À chaque fois que je rêve et que je me réveillais le matin, quand j'étais plus jeune, on n'avait pas de rideau. Donc je voyais tout de suite le ciel, j'étais sur un lit superposé, donc à mon réveil, je voyais le ciel. Et aussi à cette idée du paradis, qui pour moi, le paradis, c'est quelque chose de céleste. Et donc j'ai décidé de faire de ce bleu-là une couleur qui en fait représente un peu la marque, le message et la douceur du propos de Trois Paradis. On a souvent évoqué l'idée de venir présenter les collections dans un environnement qui t'est familier. C'est ce qu'on a imaginé la saison dernière pour cette aventure qui a été vraiment une belle aventure ici, dans laquelle on a embarqué non seulement toute ton équipe, toi-même, mais aussi tout ton environnement familial, de ton réseau, si on peut appeler ça comme ça, de voisinage, etc., etc. Tu veux nous en parler un petit peu
Qu'est-ce que ça représentait ça pour toi de venir se réintégrer ici et se réinscrire ici? Je pense pour moi déjà un retour aux sources, c'est toujours naturel, ça permet de garder les pieds sur terre. C'est très important pour moi de revenir ici très souvent afin de me rappeler exactement qui je suis. Et aussi je pense qu'au-delà de moi, pour les gens de l'environnement, du quartier, je pense quelque chose de bien. Il y a beaucoup de gens ici qui ont du talent, qui ont des rêves, mais souvent par manque d'exemples ou de projection, ils ont du mal à s'imaginer eux aussi réaliser les leurs. Et le fait de voir leurs frères, leurs amis venir ici et célébrer avec eux et ramener des gens qui viennent d'un autre environnement, je pense que pour eux c'est très important. C'est une fierté, je pense que c'est une fierté pour moi, une fierté pour tout le monde. Et aussi c'est aussi quelque chose de raconter une histoire qui est authentique, qui est la mienne et celle de beaucoup d'autres. Et je pense que c'est important que beaucoup de gens qui se ressentent et qui se reconnaissent à travers moi aient aussi une voix. Et donc c'est ça qu'on essaye de faire et de porter chaque saison. Écoute, puisqu'on parle de Trois Paradis, moi ça m'intéressait peut-être d'explorer un peu ce que signifie le mot, d'où vient l'idée, enfin ce genre de choses, parce que c'est quelque chose que tu as fondé toi-même, Trois Paradis, n'est-ce pas? Oui. À l'époque où tu vivais au Canada. Donc. Tout à fait. À l'époque, j'étais en première année d'études en école de mode, à l'école supérieure de mode de Montréal. Et je m'ennuyais, en fait. Et je voulais faire plus et je savais que j'avais cette pulsion créative qui voulait jamais partir. Il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc après, on voyageait beaucoup et à travers des voyages et surtout une visite au musée du Louvre, je me suis dit que moi aussi, je veux créer. Et qu'il faut que je me donne une chance. Et donc, je suis retourné après la visite au musée chez moi et j'ai dessiné. Et c'est comme ça que c'est parti vraiment. C'est vraiment cette visite-là qui m'a fait rendre compte, où je me suis rendu compte que peut-être qu'il faut essayer de faire quelque chose et que j'étais tellement entouré de création, d'énergie créative que moi aussi je voulais donner quelque chose. C'est le musée dans son ensemble qui t'a déclenché comme ça ou c'est une œuvre en particulier? Le musée dans son ensemble. Juste l'atmosphère, l'idée. L'idée de voir ces choses-là qui ont été créées par d'autres êtres humains donne envie aussi, toi, de ramener ta pierre à l'édifice et d'aussi créer quelque chose. Voilà, et c'est arrivé comme ça. Donc tu prends l'inspiration au musée, puis un beau jour, on en reparlera tout à l'heure, tu te retrouves au musée, toi. Ah oui. C'est bon, ça, c'est pas mal. Quand on dit Trois Paradis, l'adjonction du chiffre et du mot sont intéressantes. C'est quoi ce paradis? Il est pour qui? Ce paradis-là, il est vraiment pour tout le monde. C'est vraiment un paradis qui se veut, qui existe à l'intérieur de chacun de nous en fait, je pense. Plus on s'apprend et on s'apprivoise et on se comprend, plus on va être en paix et plus on va être dans un paradis interne. Ouais. Et aussi, je pense que le paradis, c'est aussi les gens autour de nous. C'est comme ça que je reviens souvent ici, c'est que je me sens toujours, je me sens le mieux avec les gens avec qui j'ai grandi. Pourtant, comme on dit, j'ai fait le tour du monde, j'ai vécu énormément de choses. Mais malgré tout ça, aujourd'hui, l'endroit où je me sens le mieux, les personnes avec qui je me sens le mieux, c'est ici. Et c'est aussi un peu mon paradis. Donc c'est pour ça que j'invite souvent les gens à venir ici voir mon paradis. Et le 3, pour moi, c'est un peu cette idée d'équilibre. Parce que je pense que l'équilibre, c'est la base de tout. Et c'est un peu cette idée du corps, de l'âme et de l'esprit qui crée et qui sont les fondements de qui nous sommes. Et c'est un peu cette idée d'un paradis, d'un monde meilleur, un monde humain. Donc c'est un peu cette idée-là que j'ai voulu créer avec la marque. Dans Trois Paradis, on voit beaucoup d'allusions à la colombe, qui est un symbole rémanent dans ton travail. Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi? La colombe, elle vient de plusieurs endroits. Et c'est petit à petit au cours de ma vie que je me suis rendu compte de ça. À la base, l'inception de la colombe, c'est vraiment le décès de mon grand frère où je veux lui rendre hommage et j'ai cette vision de la colombe qui est dans ma tête. Et je décide de la mettre sur des vêtements pour un peu guérir et en même temps faire un deuil. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en même temps, la colombe elle représente des valeurs qui sont fondamentales pour moi, les valeurs de la marque et les valeurs que mon grand frère prenait beaucoup. Cette idée de paix, cette idée de liberté, aussi d'unité, parce que les colombes qui voyagent comme en troupeau dans le ciel. Et il y a aussi cette idée qui est un peu plus abstraite, mais qui est cette idée d'élévation.
Et je pense que mon histoire est l'histoire de beaucoup de gens. Cette idée de vouloir un monde meilleur, de vouloir quelque chose de mieux pour soi, de s'élever culturellement, pour ma part socialement, de s'élever spirituellement et afin de pouvoir atteindre son propre paradis. Donc il y a toutes ces histoires-là aussi qui reviennent. Et aussi quand je suis allé chez ma grand-mère, là où j'ai grandi récemment, je me suis rendu compte que sur le mur, il y avait énormément de reproductions de colombes. Donc il y avait une reproduction de Magritte. Il y avait une photo du pape Jean-Paul II qui avait une colombe dans ses mains. Et il y avait des petites sculptures de colombes qui étaient là aussi en plâtre. Et à partir de là, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait c'est quelque chose qui avait toujours été dans mon quotidien et qui est dans mon subconscient et que les événements ont juste... Qui fait son travail au fur et à mesure du temps qui passe. C'est vrai qu'on représente toujours la colombe en mouvement, en vol vers quelque part, dans une forme d'élévation. Hein. C'est rarement un oiseau posé et tranquille. Donc c'est un symbole très dynamique en fait. Tout à fait, ouais. Qui parle du mouvement, du voyage, de plein de choses. Et je pense que plus j'avance dans la créativité et dans la marque, plus je me rends compte qu'il y a d'autres interprétations de la colombe qui sont aussi intéressantes et qui méritent d'être traitées. Tu vois. Donc l'élévation, c'est venu après, mais il y a cette idée aussi de mouvement, de voyage, de migration. Alors moi j'ai une habitude, je vais me permettre, hein, c'est un peu personnel, mais quand on parle de quelqu'un qui nous a quittés, j'aime toujours dire son nom, pour des raisons qui me sont personnelles. Comment s'appelle ton frère? Il s'appelait Ludovic. Ludovic. Si on revient un petit peu à Paris, il y a une symbolique dans la mode de ce qu'est censé représenter un Parisien ou une Parisienne, qu'on pourrait d'ailleurs dire est un poncif un petit peu fatigué, on va dire. Qu'est-ce que c'est pour toi ça et comment tu le représentes dans ton travail? Un Parisien, c'est plus un état d'esprit qu'un style. Ouais. C'est se questionner. Le Parisien se questionne beaucoup, il râle beaucoup. Ouais. Il n'est jamais très politisé aussi, le Parisien. Ah oui. Par rapport aux autres endroits que j'ai vus ici, je trouve que les gens ici ont... Et ce qui est très intéressant, c'est une société qui est très politisée. Quand ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, ils le font savoir. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est propre aux Parisiens. Et le Parisien, c'est quelqu'un d'élégant, quelqu'un de chic. Donc voilà, c'est à peu près toutes ces choses-là. J'imagine quand tu es revenu du Canada, ces caractéristiques ont dû te frapper, non? Oui, parce qu'on fait beaucoup plus attention à ce qu'on dit, on est plus dans quelque chose de correct sur le continent américain. Bien sûr, clairement. Alors qu'ici, Ici, on rentre dedans. Exactement, et ça j'aime bien, il y a un franc-parler qui permet un dialogue. Franc et honnête, et je pense que c'est ça qui est très important pour la France en général. Alors Aymeric, moi je remarque depuis un bon moment que quand on se parle, quand tu arrives à une limite, tu essayes de la franchir en fait. Mélanger les gens, mélanger les styles, les cultures, tout ça c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur. Oui. Je remarque aussi dans ton travail que tailoring et sportswear se mélangent en permanence. Qu'est-ce qui fait cette énergie pour toi de vouloir comme ça sortir des sentiers battus et passer par-dessus les barrières, quitte à s'y piquer d'ailleurs? Donc je pense que j'ai grandi dans des environnements différents ou dans des environnements sociaux, culturels, religieux, philosophiques qui étaient opposés. Et ça m'a permis en fait de cultiver déjà une certaine aisance à naviguer d'un monde à l'autre. Avec beaucoup de dextérité et de légitimité. Et je pense que cette chose-là m'a toujours fait me sentir un peu être un entremetteur, être un pont, on va dire. Et j'ai toujours eu aussi cette envie peut-être de présenter mes amis entre eux de différents univers. Et en fait, c'est ça qui me drive et qui me donne beaucoup d'énergie. Le fait de pouvoir connecter les gens entre eux et des gens qui ne sont pas forcément... intuitivement n'iraient pas l'un vers l'autre. Et pour moi, c'est très important cette façon de faire parce que je pense que c'est le monde de demain. On vit dans un monde connecté, on vit dans un monde divers et il faut apprendre à s'écouter, il faut apprendre à se parler. Et moi, mon objectif à travers beaucoup de mon travail, c'est de permettre aux gens de se rencontrer, de s'écouter, de se rendre compte qu'en fait, on a beaucoup plus en commun qu'on a de différences. À une époque où on est obsédé par nos particularités, je pense qu'on devrait
se concentrer un tout petit peu sur ce qui fait la chose commune entre nous. Ouais, clairement. Plutôt que d'essayer de se distinguer en permanence les uns des autres. Tout à fait. On est bien d'accord, super. Alors, du coup, tu collabores avec des entités très très diverses. On passe de Weston à la NBA, en passant par le Petit Prince, enfin, etc. Comment tu choisis une collaboration comme ça? Il y a plusieurs critères. La première chose, c'est faut que ça résonne à l'intérieur. Il y a beaucoup cette idée de retour à l'enfance dans mon travail, comme si j'essaye de peut-être guérir quelque chose que je ne sais pas encore quoi, mais j'essaie de guérir quelque chose. Et cette chose-là, ça passe par revisiter mon enfance. Donc quand je travaille sur Le Petit Prince, c'est l'un des premiers livres que j'ai lu et c'est aussi un livre que je lis encore très souvent. Quand on parle de la NBA, quand j'étais plus jeune, je voulais être un joueur de basket. Quand on parle du PSG, c'est mon club de cœur. Toutes ces choses-là, toutes les collaborations que j'ai pu faire, c'est soit des choses qui me touchent actuellement ou qui m'ont touché plus jeune, ou c'est des choses avec lesquelles je pourrais créer un dialogue et un pont. Donc quand je collabore avec Weston, je sais très bien que ça peut créer un pont et un dialogue très intéressant entre différentes cultures, où Weston est légitime. Parce que ce soit autant que dans les hautes sphères bourgeoises françaises et parisiennes, et autant que dans les quartiers populaires, Weston a toujours été un symbole assez fort de succès, un symbole de savoir-faire et de beaucoup d'autres choses. Et donc pour cette collaboration-là, je me suis dit que ce serait un bon moyen de réunir les gens qui en fait ont Weston en commun mais ne le savent pas. Et donc c'est un peu ces idées-là qui me traversent la tête quand je collabore. Et aussi toujours cette idée de raconter des histoires. Donc il faut des marques aussi avec qui on partage des valeurs communes, ça c'est la base. Et à partir de là, voir comment est-ce qu'on peut relier les gens à travers un dialogue. Le savoir-faire chez Weston a dû être très touchant pour toi parce que ce sont quand même des gens incroyablement calés dans leur spécialité. Incroyablement calés, des gens incroyablement cultivés, on apprend beaucoup et ils ont un amour pour le produit qui fait qu'en fait, quand je suis parti visiter leur usine à Limoges, ça m'a permis moi d'être encore plus exigeant sur mon produit après avoir vécu un peu ces moments dans leurs ateliers. Et donc c'est encore une fois à l'élévation vers le haut toujours. Tu parles souvent et tu agis beaucoup avec la question du temps en tête. Et très fréquemment, quand tu fais allusion au temps, tu parles d'un temps qui se ralentirait, ou en tout cas qui se poserait un petit peu. Comment est-ce que ce temps joue pour toi? Est-ce que celui de la vie quotidienne te pousse? Comment est-ce que tu arrives à le ralentir? Est-ce que le ralentir fait partie de ton process? J'essaye de le ralentir. Ouais. Je pense qu'on a tous un peu cette épée de Damoclès qui nous pend sur la tête, cette peur de ne pas vivre pleinement et de ne pas profiter pleinement du temps, cette peur de disparaître. Et je pense que toutes ces choses-là m'ont vraiment poussé à vouloir ralentir les choses. Je pense qu'aussi quand on perd des gens, on se rend compte que le temps, c'est quelque chose qui ne va pas rester pour toujours, et qu'il faut vraiment... il faudrait en profiter. Tu sais, j'ai jamais... même dans mes prières, en général, je n'ai jamais prié pour avoir une belle vie, j'ai prié pour avoir une vie. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Ça veut dire, même les choses qui ne sont pas forcément agréables, j'essaie de les apprécier parce que je sais que c'est des moments qui sont extrêmement privilégiés et que j'ai extrêmement de chance de respirer, d'être encore en vie et qu'il ne faut pas prendre le temps pour acquis. Et donc, c'est un peu cette idée-là que j'essaie cette idée de reconnaissance éternelle, cette idée de toujours se rendre compte que le temps, c'est un cadeau, en fait. Et donc, je veux ralentir par peur qu'il aille trop vite. Aussi, dans mon métier et dans mon univers, il faut aller très vite, tout va très vite, les collections s'enchaînent, les projets s'enchaînent, les défilés s'enchaînent, et il faut suivre la cadence. Quelquefois, j'aimerais appuyer sur pause pour pouvoir respirer, pour pouvoir aussi réfléchir, prendre le temps de créer. Parce que je pense que dans cette machine infernale, souvent, on ne va pas au bout des choses. Et comme ma créativité, c'est aussi quelque chose qui est assez thérapeutique, j'aimerais vraiment prendre le temps de guérir. Ouais. Bien sûr. Ça m'avait beaucoup touché parce qu'on a assez rapidement connecté sur ce thème. Le temps est une chose qu'on prend pour argent comptant. C'est une donnée quotidienne.
les montres, les téléphones, l'horloge qui tourne, etc. En fait, c'est très très complexe le temps. Même les scientifiques ont du mal à l'expliquer. Enfin, on en parle depuis toujours. Depuis le début de l'humanité, l'homme se pose la question du temps et je comprends ça très bien. Ça me fait toujours rire de voir ces prototypes que tu fais avec des horloges qui n'arrêtent pas d'être déréglées, etc. C'est très très joli. Du coup, tu parles de ça, tu parles d'arrêter. Tu rêves beaucoup. Enfin, c'est quelque chose dans ton sommeil ou ailleurs d'ailleurs. Oui, je rêve beaucoup, énormément. J'ai d'ailleurs travaillé. Tu t'en souviens de tes rêves? Souvent. Ouais. Avant, je travaillais ce qu'on appelait, j'ai arrêté il y a quelques années, au décès de mon frère, j'ai fait quelque chose qu'on appelle les rêves éveillés. Ouais. C'est-à-dire, j'ai commencé à m'instruire et lire dessus. Et en fait, l'idée, c'était pour être proche de lui, j'étais capable d'être et qu'ils sont encore vivants dans mes rêves. Ouais. Et donc, j'ai décidé, OK, comment est-ce que je peux faire pour contrôler mes rêves et pour être le plus présent dans mes rêves et le plus conscient, afin de pouvoir revivre des moments ou vivre de nouveaux moments avec les personnes qui nous sont chères et qui sont parties. Est-ce qu'il y a un moment particulier dans ton parcours où tu t'es dit là on va y aller mais on n'a aucune idée, enfin une vraie prise de risque, un saut dans l'inconnu? Je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a, chaque saison il y en a. Le fait d'avoir commencé Trois Paradis, c'était une prise de risque, je ne savais pas du tout ce que je faisais, je ne savais pas où j'allais. Donc ça a été vraiment une prise de risque. On a eu beaucoup aussi dans beaucoup de projets sur lesquels on a travaillé en fait, où on ne savait pas où on allait, mais on s'est dit on va le faire et on a réussi à le faire. Donc, jusqu'à assez récemment, je crois. Non? Bah oui, jusqu'au dernier défilé, 3 semaines avant le défilé, on se demandait, on n'aime pas ce mot défilé, 3 semaines avant le show, on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, et après on s'est dit ok, on y va, et petit à petit, on l'a fait. Et donc c'est quelque chose d'extraordinaire, je pense que c'est quelque chose d'assez excitant aussi maintenant et qui me fait beaucoup moins peur de sauter dans l'inconnu. Avant j'avais peur parce que je ne savais pas où j'allais retomber et à force de sauter et de toujours réussir à retomber sur ses pieds d'une façon ou d'une autre, en fait ça devient un peu quelque chose qu'on embrasse et qu'on apprécie et qui rend un peu aussi la vie et la créativité plus belle parce que le fait de ne pas savoir où on s'en va et de voir le résultat un peu plus tard, c'est un feeling que... On peut peut-être se dire que si on va dans l'inconnu, c'est pas sûr que ça se passe mal? Non, du tout. Au contraire, ça se passe bien. Ouais. Parce que ce qu'on connaît, c'est assez ennuyant. Et ce qu'on ne se connaît pas reste à découvrir et permet de se découvrir aussi soi-même. Est-ce que tu dis oui ou non différemment que quand tu as démarré? Parce que j'imagine que quand on démarre, on veut tout et on essaye tout. Ouais. J'imagine que le temps passant, tu es devenu plus sélectif. Bien sûr. Voilà. Ça a changé ta manière de... Oui, déjà j'étais très sélectif à la base, parce que j'étais déjà très radical dans ma vision. Ouais. Donc, mais là, ça l'est encore plus, mais pour des raisons qui sont peut-être aussi différentes. Le fait on parlait du temps, le fait que je voudrais faire les choses un peu plus lentement, mais mieux. Ouais. J'en parlais à mes équipes cette semaine. Je leur ai dit, venez, on en fait moins, mais on le fait mieux. On prend vraiment le temps d'aller au bout de chaque chose qu'on fait, quitte à dire non à beaucoup de choses. Donc on a eu pas mal de projets récemment qu'on a redéclinés, des projets qui m'intéressent, mais parce qu'en fait, je voudrais vraiment prendre le temps de bien faire ce sur lequel je suis actuellement. Ralentir le temps, c'est un vrai choix radical. Ouais, c'est important. Et je pense que ça nous permet aussi d'apprécier plus et de vivre plus le moment présent. Donc tu sautes, tu improvises, tu fais acte de courage. Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu un retour de ça? Oui, il y a eu beaucoup de paliers, bien sûr, que ce soit déjà à l'école où tu crées quelque chose et tu sens que ça interpelle ta classe, les professeurs. Aussi les premières nominations, les premiers concours, le prix d'Andam, la finaliste du prix LVMH, etc. C'est des choses qui te donnent du courage pour continuer parce que tu dis il y a quand même des gens qui reconnaissent mon travail, donc c'est quelque part je fais quelque chose de bien. Puis chaque collection, chaque défilé, chaque projet te permet d'aller encore plus vers de l'avant et de te sentir validé. J'ai aussi la chance d'être nommé chevalier des arts et des lettres par le ministère de la Culture et Madame Rachida Dati. C'est aussi quelque chose qui te permet de valider ce que tu fais. Aussi beaucoup pour les gens qui te regardent et qui sont encore plus fiers de toi. Et tout ça, c'est de la motivation, c'est un peu de l'essence qui vient continuer à te nourrir pour avancer et travailler encore plus.
Si je ne me trompe pas d'ailleurs, ton travail a été choisi pour apparaître dans cette très très belle exposition qui a eu au Met assez récemment, qui parlait de tailoring en fait, dont le titre était Super Fine, c'est ça? J'avais trouvé le titre assez intéressant d'ailleurs, mais ça je pense que c'est un effet de reconnaissance quand on vient du 15e ici, qui est quand même assez massif. C'est extraordinaire, Je pense que moi le tailoring ça a toujours été quelque chose de très important. Déjà mon père s'habille qu'en tailoring, donc c'est vraiment l'exemple que j'ai en face de moi, et aussi à cette idée d'élévation. Et pour moi le tailoring, tu mets 10 jeunes, tu prends 10 jeunes dans la rue et tu les mets dans un blazer 3 pièces parfaitement coupé, c'est pas du tout la même chose que 10 jeunes en jogging. Et je pense que ça c'est très important. Pour moi le tailoring c'est aussi une porte d'entrée qui permet à chacun d'exister, de s'élever, de vouloir quelque chose de mieux pour soi. Et une certaine élégance, un certain chic, une façon un art de vivre je dirais même. Et je pense que c'est très important, ça commence par le vêtement. Et je pense que le tailoring c'est un peu ce costume qui te permet d'être une autre personne et de te regarder d'une façon différente. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. J'imagine que tu pousses beaucoup contre les vents contraires, Oui. Le business, le manque de foi, les doutes que les uns et les autres... Ça t'est déjà arrivé d'avoir voulu tout arrêter et de te dire « Ok, c'est bon là ». Arrêter, non. Parce que je suis tellement loin par rapport à d'où je viens que je ne peux pas arrêter, ça n'a aucun sens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent et qui ont envie de faire quelque chose parce qu'ils me regardent. Et donc j'ai aussi un sens de responsabilité qui est important. Je ne fais pas ça que pour moi, même si à la base c'était une démarche égoïste. La suite, ça a été en fait qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans mon travail. Aussi, j'adore mon métier, donc même si quelquefois c'est pas toujours facile, je m'éclate, donc pourquoi est-ce que j'arrêterais? Mais j'ai déjà eu plusieurs fois des réflexions de faire les choses encore plus différemment, d'essayer de trouver des solutions en dehors des schémas classiques, disons-le, pour être capable d'exister en fait. Alors moi je voudrais partager un truc, on a des moments comme ça d'illumination ou de réalisation. Tu te souviens la balade qu'on s'était fait ici un soir où tu étais moyennement en forme, on peut dire ça comme ça, et où tu m'as très gentiment proposé qu'on fasse un tour et qu'on discute d'autre chose que de boulot. J'étais très frappé et il s'est matérialisé pour moi ce que tu représentes pour un paquet des gens qu'on a croisés ici. Au travers d'un truc tout bête, c'est la manière qu'ils avaient de te dire bonjour, la lumière dans les yeux, la joie qu'ils avaient de te croiser, d'un gamin de 8 ans que tu as renvoyé chez lui un soir, parce que tu te souviens de tout ça. Et j'imagine que ça, c'est un truc qui te ramène à bien comprendre pourquoi tu es là et ce que tu fais, quoi. Ah oui, clairement. Tous les jours, on me le rappelle. J'ai un ami avec qui je discutais il y a quelques années, et je lui disais « c'est difficile ». Et je lui expliquais un peu les difficultés qu'on pouvait rencontrer dans la mode. Et puis il me dit « ah mais je m'en fous, dans tous les cas, toi t'as pas le choix en fait de continuer de nous faire rêver, parce que là où t'es arrivé, si tu baisses les bras, nous on n'y croira pas pour nous-mêmes ». Donc je pense que ça c'est très important et je pense que oui, l'idée d'être un modèle, ça a toujours été important. Je pense que les gens en général manquent de modèles. Et quand on a cette responsabilité, ce pouvoir-là, il ne faut pas le prendre à la légère, parce qu'on peut sauver des vies en fait. Même si, sans s'en rendre compte, on peut sauver des vies. On blague beaucoup avec cette expression, mais on peut vraiment sauver des vies. Donc je pense que c'est très important de s'en rendre compte et d'embrasser cette position qui est la mienne, et de continuer à pousser le curseur plus loin. Il y a quelque chose que tu aimerais voir vraiment changer dans cette industrie qui est la nôtre? Ce que j'aimerais changer dans l'industrie qui est la nôtre, c'est beaucoup un peu plus d'honnêteté, moins de mondanité. Je trouve que ça sert à rien. Je trouve que ça nous empêche de vraiment connecter avec les gens. Ça crée beaucoup d'insécurité chez les gens. Et ça nous empêche de discuter vraiment de façon honnête et de faire avancer les choses pour tout le monde. Donc je pense que s'il y a une chose que j'aimerais, c'est un peu moins de mondanité, de faux semblants, plus d'humanité en fait. On est tous des humains, peu importe
t'as la dernière veste à la mode ou le dernier sac qui a coûté 100 000 €, on va tous dormir et se réveiller et on va tous partir un jour ou l'autre. Donc je pense que c'est quelque chose que j'aimerais changer. Comment tu gardes l'authenticité qui était ton inspiration du départ? Qu'est-ce qui fait que tu restes connecté à ça? Déjà l'environnement, comme je t'ai dit, le fait d'être ici, c'est un peu ce qui me permet de rester connecté. Le fait aussi je pense c'est aussi beaucoup d'empathie. Je pense, comme je suis quelqu'un de très sensible et très empathique, je pense que c'est le fait de vouloir, de penser beaucoup à travers l'autre te permet de toujours rester connecté aux gens, rester connecté aux vraies choses de ce monde. Et je vois pas mon travail sous authenticité parce que sinon ça m'intéresserait pas vraiment. Donc je sais pas faire autre chose qu'être vrai, authentique, raconter une histoire. Et aussi la mode est quelque chose et la création de la mode est quelque chose d'assez personnel et d'assez thérapeutique, je le répète souvent. Donc je l'utilise aussi à des fins autres que économiques, donc à des fins médicales. Et donc je n'ai pas le choix d'être authentique pour être capable de me soigner. Les mots de diversité, d'inclusivité font référence à une absolue nécessité et parfois deviennent un peu une arme. Oui. Comment est-ce que tu perçois ça? Est-ce que c'est quelque chose où tu vois des limites et comment est-ce que tu inclus ça dans ce que tu fais? Pour être honnête avec toi, c'est une question que je ne me pose pas du tout parce que pour moi, l'inclusivité et la diversité, c'est logique, c'est normal. Je regarde le monde dans lequel on vit actuellement, ce que j'essaie de reproduire à travers mes histoires, c'est un peu un miroir de ce monde. Donc, quelquefois, par exemple, j'ai lu un article de Vogue Business qui disait que Trois Paradis était le deuxième show le plus inclusif de toute la Fashion Week. Ouais. Et je me suis dit, c'est dingue parce que j'ai même pas fait exprès. Tu vois, il n'y a pas de calcul, il y a juste vraiment l'idée de peindre un tableau qui soit le plus juste possible et le plus honnête possible. Je pense que l'inclusivité et la diversité dans la mode, c'est plus que nécessaire. Je pense que c'est logique en fait. Je pense que sinon, la mode ne représente pas vraiment le monde actuel. Et aussi les consommateurs et les clients viennent de toute origine, de tout pays. Et je pense qu'il faut respecter ça. Donc, tu penses qu'on progresse? je pense que oui, le fait qu'une personne comme moi déjà aujourd'hui ait une chaise et une place à la table dans cette industrie, je pense que c'est un signe qu'il y a une progression. Et je pense qu'aussi les gens veulent autre chose. Les lunettes de soleil, Aymeric. Les lunettes de soleil. Il va falloir que tu m'en parles. Les lunettes de soleil. On fait quoi? Un accessoire? Une protection? Protection. Ouais. Je pense que c'est déjà quand on fait de la mode et quand on a sa position de directeur artistique, il y a beaucoup de lumière sur notre travail, sur nous. Et la lumière, c'est pas forcément quelque chose, de ce type de lumière, c'est pas forcément quelque chose avec lequel je suis 100% à l'aise, même si elle est nécessaire et elle me permet d'avoir une plateforme plus grande et d'avoir une voix qui porte plus. Mais donc ça me permet de me protéger, ça me permet d'avoir une barrière aussi, comme je suis quelqu'un aussi d'assez approchable, ça me permet aussi d'avoir une barrière entre moi et les choses. Et donc un peu de protection. Beaucoup de protection, ouais. Et aussi par rapport à ma sensibilité, ça me permet toujours d'avoir plus de recul. Et donc c'est un peu une seconde peau, ces lunettes. Je ne sais pas si je les enlèverai un jour. Il t'est arrivé de voir des choses où tu t'es dit oh là là, j'aurais adoré avoir cette idée, tu vois, la création de quelqu'un où tu t'es dit tiens, j'aurais aimé penser à ça? Oui, plusieurs fois. Ça arrive souvent? Oui, ça arrive très souvent. Dès que je vois quelque chose de beau, je me dis j'aurais aimé pouvoir le faire. Ça a commencé dans toutes sortes de choses, que ce soit des artistes peintres, dans la mode, beaucoup avec Riccardo Tisci à l'époque où il était chez Givenchy, J.W. Anderson quand il était chez Louis V. Il y a beaucoup de ces gens-là, Dries Van Noten, Jun Takahashi. Donc il y a beaucoup de designers. Et leur travail m'inspire en fait. Est-ce qu'il y a une œuvre d'art, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais avoir pour toujours et que tu aimerais garder près de toi? Oui, il y a beaucoup d'œuvres, mais si je dois en choisir une seule, je dirais l'Empire des Lumières de Magritte. Je
pour moi la pièce qui m'interpelle le plus, ce mélange du jour et de la nuit, du temps en fait, qui n'existe plus pendant un moment. C'est une œuvre qui m'interpelle. Donc c'est en regardant ce genre d'œuvre majeure comme ça que tu rentres à l'intérieur de toi-même. Exactement, tout à fait. Moment précieux, j'imagine, non? Ah, extraordinaire. Extraordinaire. C'est pour ça que j'adore l'art. Parce que l'art, tout type d'art, hein, autant l'art, la peinture, la sculpture que la musique et le cinéma, ça me permet de vivre des moments qui viennent chercher quelque chose à l'intérieur de moi. Chaque film que je regarde, il y a des fois où je me pose et je reprends une scène juste 5 secondes et je la remets pendant des minutes et des minutes, je la remets juste parce qu'en fait, ce sentiment que ça a procuré, j'essaie de le reproduire et de m'accrocher à ce moment-là. J'ai remarqué que en se baladant ensemble, tu parles très facilement aux gens qui t'entourent, le contact est vraiment sans aucune formalité et que tu n'hésites pas, malgré le fait que tu es quand même quelqu'un d'assez jeune, à donner des conseils orientés, etc. Est-ce que la question de la transmission est importante pour toi? Est-ce que c'est trop tôt pour y penser? Quel est le... Non, c'est la clé. Une de mes premières collections s'appelait Each One Teach One. Et ça parlait de ça en fait. Ça parlait aux États-Unis, pendant l'esclavage où les esclaves noirs n'avaient pas, on leur donnait pas accès à la connaissance. Donc ils devaient se transmettre entre eux la connaissance pour être capables d'évoluer. Et je pense que cette idée de transmission, elle est clé. Je pense qu'on est actuellement une espèce qui est en constante évolution, en constant changement. Et le passé nous permet de mieux préparer l'avenir. Donc cette transmission, ces histoires que je raconte ou les conseils que je peux donner, ça vient de beaucoup d'erreurs que j'ai faites. Et ça permettrait peut-être à une prochaine personne de ne pas faire ces erreurs pour arriver plus vite à la solution. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre? Il y a une génération d'après. Ça va paraître cliché, mais croire en ses rêves. Je pense que c'est très important et se donner les moyens de les réaliser. Je pense que c'est croire en un... Aussi pour tous ceux qui rêvent d'un monde meilleur, y croire, l'imaginer. Et à travers l'imaginer, essayer aussi de le matérialiser. Je pense que tout est possible. Donc j'aimerais vraiment ouvrir le champ des possibles des gens et leur permettre de se rendre compte qu'en fait, il faut juste y aller. Donc c'est l'idée que j'aimerais que ma vie soit un témoignage de cette chose-là. Saute dans le vide, mon gars. Voilà, saute, exactement. Ouais, en plus, on vit qu'une fois. Peur. Ouais, on vit qu'une fois, n'aie pas peur. Je pense que moi, ce qui me fait le plus peur, c'est de passer à côté des choses que la vie m'offre et de rester immobile. Je pense qu'il faut être en constant mouvement. Est-ce qu'à l'intérieur du champ de la mode, on peut changer des choses, tu penses, et on peut, je sais pas, un regard, un comportement, un trait de caractère? Oui, je pense, bien sûr. Déjà, la mode, c'est des rencontres. Donc on peut discuter et à travers cette discussion-là, changer les choses. Aussi, je pense qu'à travers la création, on peut aller toucher certaines émotions chez les gens qui regardent et leur faire se questionner. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs qui essayent d'aller vers ce chemin-là, mais on a de plus en plus de créateurs engagés qui ont un message et qui veulent faire passer ce message-là à leurs clients. Et leurs clients achètent la marque pour ce message. Ouais. Et je pense qu'à travers ça, on peut propager un message qui pourrait toucher quelques personnes. Alors, quand on fait ce que tu fais, au moins 2 fois par an, il y a un moment absolument clé qui est la présentation de la collection, que ça soit un défilé ou autre chose. T'as un rituel avant ça parce que c'est un point culminant où la pression et les regards sont très intenses. Il y a quelque chose que tu fais habituellement ou tu te sens assez relax dans ce moment? Je suis assez relax, je prie. Oui. On le faisait beaucoup en groupe avant, où je réunissais toute mon équipe et on priait. Juste une prière de remerciement d'être privilégié et de vivre ce moment-là. Et aussi, je remercie tout le monde, tout le temps. Je fais tout le temps. Ça, c'est quelque chose que je fais du mannequin à la maquilleuse, à la personne qui fait la sécurité, à toi, à tout le monde qui m'aide à pouvoir raconter mes histoires à travers ces événements-là. Et c'est des choses que je fais tout le temps. Donc, je pense remercier les gens, les sentir que, en fait, c'est grâce à eux si aujourd'hui je suis capable de faire ça.
et grâce à chaque personne qui fait partie de ce processus de création. Alors je pense que le propos est vraiment parfait pour qu'on arrive à la conclusion de cet entretien. Moi, je voudrais te remercier. Ah, merci. Et ça n'est pas une posture ou de l'opportunisme. Je remercie le destin que nos routes se soient croisées. J'ai l'impression qu'avant de te connaître, j'étais un peu moins riche. Je suis un peu plus Merci aujourd'hui. beaucoup, ça me touche. Ça n'est ni un compliment ni une flatterie, c'est une réalité. Et d'étape en étape, une conversation de boulot, une balade ici, un thé bu dans ton troquet à côté de chez toi et ce genre de trucs-là, c'est vraiment un bonheur. Donc un grand merci pour ça. C'est courageux de nous accueillir chez toi, quoi, enfin, dans ton quartier. Et donc j'en profite, puisqu'on arrive à la fin, il est probable que pas mal de gens qui nous regardent eux-mêmes se posent des questions, se demandent s'ils devraient ceci, s'ils vont avoir la force de cela, ou ce genre de choses. Donc à une personne qui a ce doute ou ce questionnement, qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure? Une personne qui a ce doute, qui pense qu'elle n'est pas assez fort pour arriver au bout de ses objectifs, je dirais qu'on n'est pas fort quand on le croit, mais on est fort quand être fort est la seule option qui s'offre à nous. Et je pense que je dirais à cette personne-là de sauter et elle verra qu'elle est beaucoup plus forte qu'elle ne le pense. Merci Aymeric. Merci beaucoup René. Et à bientôt. À très vite.